Bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième édition de la science des données en agriculture. Mon nom est Danny Plourde, je suis conseiller au partenariat industriel chez Ivado, donc l'Institut de valorisation des données. Donc je le disais, c'est la cinquième édition de l'événement, mais c'est la première fois qu'on donne cette édition-là en ligne. Donc, je vois qu'il y a des fidèles participants et participantes qui nous ont suivis depuis le début, donc depuis le début de 2019, mais également des nouvelles personnes qui se joignent à nous ce matin. Donc, je vais prendre le temps de mettre en contexte la série d'événements de la science des données en agriculture et de présenter les co-organisateurs de l'événement. Donc, comme vous le savez, l'agriculture rencontre de nombreux défis, alors que la sécurité alimentaire, la main-d'œuvre limitée et l'impact de la COVID sur les chaînes de production et d'approvisionnement, ainsi que l'empreinte environnementale des aliments, sont des préoccupations qui sont de plus en plus présentes au sein de notre société. Dans ce contexte, l'intelligence numérique sera un vecteur de changement important qui contribuera à relever les défis grâce à la valorisation des données qui sont collectées en agriculture. Donc, l'objectif de la série de la science des données en agriculture est de présenter les innovations technologiques du domaine agricole qui sont fondées sur la valorisation des données. On veut donc, d'une part, inspirer les gens du domaine agricole aux nouvelles possibilités technologiques, mais aussi de pouvoir démontrer aux gens qui œuvrent dans le domaine des sciences, de la science des données, du potentiel de recherche en intelligence numérique en agriculture. Donc, dans les précédentes éditions, nous avons donc abordé les thèmes de la santé du sol. Nous avons parlé aussi des données disponibles dans le domaine vétérinaire. On a parlé également de la production maraîchère. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux données en sciences animales avec professeur Éric Paquette de l'Université Laval qui nous présentera ses projets en cours avec l'industrie laitière au Québec, ainsi que Jacqueline Labrec de la compagnie Romain qui nous présentera comment ses efforts en recherche et en développement en intelligence artificielle permettent d'accroître le bien-être animal, l'automatisation des tâches ainsi que la productivité. Mais avant de lancer ces présentations, je vais inviter nos co-organisateurs de l'événement à se présenter. Donc, tout d'abord, René Lacroix, analyste valorisation des données chez Lactanet, et par la suite, Marie-Lou Cyr, directrice de la zone AgTech. Bon, ben, bonjour, donc vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, René. Oui, parfait. Donc, bonjour, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire au nom de Lactanet. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, Lactanet résulte d'un partenariat entre trois organisations qui appartiennent aux producteurs laitiers. Donc, il y a d'abord Valacta, qui est le centre d'expertise en production laitière pour le Québec et les provinces atlantiques. Canwest DHI, qui est le centre d'amélioration des troupeaux laitiers en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. Et le réseau laitier canadien qui s'occupe des évaluations génétiques et du progrès génétique depuis plusieurs décennies. Donc, on est des organisations qui sont quand même qui existent depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Notre mission à Lactanet, c'est d'aider les producteurs à améliorer la gestion de leurs troupeaux laitiers dans un cadre évidemment durable. Les fonctions clés, bien, on est à la base beaucoup basé sur, on fait ce qu'on appelle du contrôle laitier. Puis le contrôle laitier, bien, ça consiste à collecter des données. Donc, on a plus de 200 employés qui visitent 7000 fermes à chaque mois, où il y a des données qui sont collectées sur chaque vache individuelle, dont une pesée de lait, combien de lait la vache produit cette journée-là. Il y a un échantillon de lait qui est collecté, qui est envoyé dans nos laboratoires. On a l'analyse spectrale de cet échantillon-là qui nous permet de générer, de connaître la valeur de plus de 20 composants du lait pour l'instant. Évidemment, on additionne, on ajoute des composants à chaque année presque. Donc, un de nos piliers, évidemment, c'est d'intégrer ces données-là et de les valoriser pour aider les producteurs dans leur prise de décision. Donc, en plus des services génétiques, on a comme rôle de centre d'expertise un grand rôle de compilation et de transfert du savoir. Et on fait beaucoup de services conseils individuels sur les fermes. Donc,
pouvez imaginer, vous pouvez comprendre que la donnée est au cœur de notre mission depuis plus de 50 ans. Donc, le volume de données s'est augmenté depuis 50 ans, a été multiplié par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fois. Donc, il y a vraiment un défi pour l'interprétation, pour la valorisation. Puis, l'intelligence artificielle devrait nous aider dans les prochaines années à mieux outiller les producteurs. Donc, bienvenue. Excellent. Merci beaucoup, René. Donc, je passe la parole à Marie-Lou Cyr de la Zone AgTech. Bon matin tout le monde, je suis très contente d'être ici avec vous pour vous présenter ce matin la Zone AgTech et participer à cet événement. Je suis fière de voir qu'il y a beaucoup de personnes de participants. Hein? Dani, ça semble être une vraie réussite malgré le fait que ce soit à distance. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la Zone AgTech, c'est la première zone d'innovation en AgTech, donc en technologie agricole innovante au Canada. Le AgTech, vous savez, là, ça recense tout ce qui touche évidemment à la science des données, agriculture de précision, agriculture numérique, mais aussi l'optique, photonique, le 4.0, l'automatisation, la robotisation, donc ça couvre très large. Puis, de notre côté, bien, on est une zone d'innovation, donc on rassemble sur un même site, donc un lieu géolocalisé, une série d'entreprises innovantes pour propulser l'agriculture de demain. Donc, c'est officiellement porté dans la MRC de l'Assomption, juste à côté de Montréal. On a déjà une quarantaine d'entreprises en cours d'implantation qui développent des nouvelles technologies. Et sur le site, bien, ce qu'on offre aux entreprises, c'est tout ce qui touche au savoir et au talent, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, comme vous les voyez à l'écran, qui accompagnent nos entreprises dans le développement de leur innovation. Nous, dans la zone, on va les appuyer aussi avec des programmes d'accélération, des programmes d'incubation, des services conseils et du financement. On les met aussi en relation avec les joueurs de l'industrie pertinents, que ce soit des producteurs agricoles ou des plus grands joueurs. Puis, finalement, bien, évidemment, avec la zone AgTech, on a développé aussi la première communauté AgTech du Québec, qui est comme la grappe des AgTech au Québec, dans laquelle on recense déjà plus d'une centaine de membres. Et c'est des membres qui développent des technologies innovantes pour le secteur agricole. Et on a dans la grappe aussi des producteurs agricoles, des producteurs en serre. Donc, ça favorise le maillage entre les différentes entreprises et l'intensification, on l'espère, des technologies agricoles pour répondre, s'adapter au changement climatique. Alors, merci beaucoup, Dani, d'avoir organisé cet événement et très bonne séance à tous. Merci beaucoup à Marie-Lou, merci à René. Donc, et finalement, le troisième organisateur de cet événement-là, c'est bien sûr IVADO, donc l'Institut de valorisation des données, qui s'inscrit comme étant un pont entre l'expertise universitaire et les besoins en entreprise. Donc, moi, je suis dans le groupe des partenariats qui rencontrons les industriels, nous regardons quelles sont les possibilités, les opportunités, les problématiques qui pourraient être réglées en partie ou en totalité par l'intelligence numérique. On se met avec l'industriel et on monte des projets de recherche et par la suite, on va faire du maillage entre cet industriel-là et l'un de nos 1400 scientifiques des données dans notre réseau pour faire un montage financier et supporter de A à Z cet effort-là de recherche en intelligence artificielle appliquée. Donc, notre réseau fédère, comme je le disais, à peu près 1400 scientifiques un peu partout au Québec. On fait plusieurs activités, évidemment, de rayonnement comme on le fait aujourd'hui en agriculture. Présentement, on a une centaine de membres industriels qui font de la recherche soutenue à court, moyen, long terme avec nous. Et il y a également toute une dimension de formation qui est dispensée par le réseau IVADO. Donc, sur le site web, vous allez voir toutes les formations qui sont disponibles, donc en apprentissage profond, en apprentissage automatique, en traitement automatique du langage artificiel dans plusieurs technologies liées à la science des données. Et évidemment, on a différentes offres de bourses d'études qui sont disponibles du bac jusqu'au postdoc. Donc voilà pour les présentations des co-organisateurs. Et ce qu'on va faire présentement, c'est procéder à l'accueil de nos présentateurs pour la journée.
Donc, tout juste avant, je vous rappelle que pour mentionner vos questions, pour nous faire parvenir vos questions, vous avez un petit bouton Q&A, questions et réponses au bas de votre écran. Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et tout au long du webinaire, vous pouvez nous envoyer vos questions et on va essayer de répondre au plus grand nombre à la suite de chacune des présentations. Donc, on va commencer avec la présentation d'Éric Paquet. D'Éric Paquet, qui est professeur adjoint en génomique et données massives au département des sciences animales à l'Université Laval. Donc, après une maîtrise en informatique au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, Éric a été directeur de la bioinformatique pour le Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval pendant 8 ans. Pendant toutes ces années, il a collaboré à plusieurs projets en génomique et en médecine de précision. Éric a par la suite effectué un doctorat au département de biochimie à l'Université McGill, ainsi qu'un stage postdoctoral de 3 ans en Suisse à l'École polytechnique de Lausanne, où il a étudié la biologie des cellules individuelles et la chronobiologie. Éric a toujours développé des outils informatiques combinant l'intelligence artificielle et les données massives, et il met actuellement en place un programme de recherche en production animale où il pourra mettre de l'avant ses expertises. Donc, bon matin, Éric. Merci, Dani. Merci beaucoup de l'invitation. Ben oui, bienvenue. Donc, je te laisse aller avec ta présentation. Superbe. Donc, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis vraiment content de pouvoir présenter brièvement là, ce que je fais, d'où je viens. Écoutez, première fois que je présente à Ivado, donc vraiment content. Avant de débuter, je voulais juste mentionner mes affiliations. Là, évidemment, à l'Université Laval, on est déjà pas mal impliqué dans tout ce qui est l'analyse de données. Donc, je suis membre de l'Institut d'intelligence des données, aussi le Centre de recherche en données massives de l'Université Laval et aussi fier membre du regroupement Hop-Lait pour la qualité du lait optimal. Donc, en gros, de quoi on va parler aujourd'hui? Le plan de la présentation. Donc, brièvement, mon parcours. Donc, Daniel l'a mentionné un petit peu, mais je vais vous donner plus de détails. Ensuite de ça, on va parler de la production laitière et de ces données au Québec. Donc, pour montrer qu'il y en a beaucoup et qu'on veut essayer d'attirer des gens dans ce domaine-là, des étudiants. Donc aussi, je vais faire le pont. Donc, Daniel a mentionné médecine de précision, bioinformatique. Donc, vous allez voir comment on fait le pont entre la médecine de précision et la production laitière. Dans mon cas, donc depuis que j'ai débuté au département des sciences animales à l'Université Laval. Ensuite, on va donner 2 exemples de projets en cours qui sont en cours depuis juin. Donc, je vais vous donner une petite idée de ce qui se passe dans mon labo à l'Université Laval. Donc, en gros, mon parcours, tout ça, ça a commencé à l'Université de Sherbrooke. Je fais mon bac en informatique. Ensuite de ça, je suis passé à l'Université de Montréal à la maîtrise en informatique dans le labo de François Major, où est-ce que je me suis spécialisé en intelligence artificielle et aussi en bioinformatique. Par la suite, je suis passé un an en Suisse comme assistant de recherche. Je suis revenu au Québec, passé un an à Sherbrooke comme directeur de la bioinformatique pour un projet Génome Canada. Donc, sur le cancer, on étudiait ça avec la génomique du cancer. Ensuite de ça, passé 8 ans comme directeur de la bioinformatique à Québec, dans un centre de recherche en cancérologie. Donc, beaucoup de santé humaine, on le sent. Ensuite de ça, passer à la médecine de précision, toujours chez l'humain. Donc, combiner intelligence artificielle et médecine de précision génomique pour aider le traitement du cancer, entre autres, chez Mike Arlett à l'Université McGill. Ensuite de ça, postdoc, comme le mentionnait Dani, 3 ans en Suisse, retour à Québec. Bien content d'être retour au Québec à l'Université Laval. Donc, c'est en gros le parcours. Puis juste pour faire le pont, vous allez comprendre un petit peu là, où je m'en vais avec ça. Là, je vais vous parler un petit peu de génomique. Donc, j'ai fait de la génomique. Écoutez, ça fait 20 ans là, que je fais de la recherche au Québec ou même en Suisse. Donc, une de mes passions, c'est la génomique. Donc, juste en bref, pour être certain que tout le monde sait de quoi on parle. Donc, la génomique, ça nous permet d'étudier le vivant à l'échelle globale. Donc, en gros, ça, c'est le dogme central que peut-être la plupart des gens connaissent. Donc, on a l'ADN qui est dans nos cellules. Ensuite de ça, cet ADN-là est transformé en ARN messager. Puis on dit que les gènes qu'on a dans notre ADN sont exprimés. Puis ensuite de ça, on a des protéines. Donc, on peut étudier la biologie de façon globale en utilisant des machines spéciales. Donc, ici, on a des séquenceurs, des technologies qui sont plutôt récentes. Et on a des vieilles technologies, en fait, là, c'est pour introduire un petit peu ce que moi j'ai utilisé pendant ma maîtrise. Donc, tout ça, ça nous permet d'étudier le vivant à l'échelle globale et ça génère évidemment beaucoup de données. Donc, c'est de là que vient mon expertise. Et donc, pendant ma maîtrise à l'Université de Montréal,
on s'intéressait à faire le lien entre les gènes. Donc, on voulait voir c'est quoi les relations entre les gènes. Par exemple, dans une cellule de la peau, qu'est-ce qui se passe entre les gènes, un gène A et un gène B? Est-ce qu'ils sont reliés? Est-ce qu'ils sont corrélés? Donc, pour y arriver, on a utilisé des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, on a pris de l'intelligence artificielle, on a combiné ça avec des données d'expression, c'est ici qui proviennent de ces biopuces-là. Donc, on a combiné les deux pour obtenir plus d'informations. Et puis, ça m'a donné une expertise en analyse de données, évidemment en bioinformatique, en statistique, intelligence artificielle et bioinformatique. Donc, c'est des expertises qui me sont toujours utiles aujourd'hui. Et ensuite de ça, durant mon doctorat en médecine de précision, on continue d'utiliser la génomique. Ici, on peut voir ces 5000 jeux de données, 5000 données de patientes. Donc, c'est des patientes qui viennent de partout dans le monde pour lesquelles on a des données de génomique. Et on a construit, en fait, des modèles d'intelligence artificielle qui étaient plus robustes pour justement, le cancer du sein, là, pour faire une histoire courte, c'est un cancer qui est très hétérogène. Donc, il faut être capable de bien identifier les différents groupes. Et nous, on a contribué à développer des nouvelles techniques d'intelligence artificielle pour justement être capable de le faire de façon plus robuste. Donc, on a travaillé là-dessus, des contributions qui ont été bien appréciées par nos pairs. Donc, médecine de précision dans le cancer du sein. Ensuite de ça, médecine de précision, cancer du côlon, un peu la même chose que ce qu'on a fait dans le cancer du sein, sauf que là, au lieu de définir les groupes de cancer du côlon, on a développé des outils, des algorithmes qui nous permettent de décider quel traitement on doit donner en fait aux patients. Donc ici, on a 2 traitements qui peuvent être donnés. Donc nous, on est capable de guider le traitement dans le cancer du côlon. Donc en gros, encore des contributions importantes dans le domaine. Donc en gros, le résumé de mon parcours, c'est j'ai fait mon informatique à l'Université de Sherbrooke, qui m'a donné des bases solides en informatique. Ensuite de ça, l'Université de Montréal, intelligence artificielle et bioinformatique. Et pour terminer, en médecine de précision à l'Université McGill. Donc, en gros, c'est mon parcours. Et là, ça, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je m'intéresse énormément à la production laitière. Maintenant, mes intérêts actuels, il faut savoir, le département de sciences animales, on a une force quand même, une force assez vive, là, des chercheurs qui travaillent en production laitière. Donc, pour moi, ça allait de soi de m'intéresser à cette production-là. Donc, on va parler de la production laitière, en fait, au Québec. Écoutez, c'est une diapositive là, qui nous explique un peu de ce qui se passe en production laitière au Québec. C'est un domaine c'est une économie très importante au Québec, évidemment. Là, il y a 4877 fermes laitières. C'est des données qui datent de 2019. Là, ça fluctue un petit peu, évidemment, là, mais 4877 fermes laitières au Québec, plus de 3,3 milliards de litres de lait qui sont produits par année. Donc, c'est énorme. Ensuite de ça, des revenus, évidemment, qui découlent de cette production-là, 2,7 milliards. Une économie très importante au Québec. Et ça donne de l'emploi, évidemment, à beaucoup de gens dans la province. Et j'aime bien, la diapositive, la figure qui est présentée à droite, parce qu'on voit vraiment la densité des fermes au Canada, puis on voit très bien que ça se situe surtout en Ontario puis au Québec. Puis ici, au Québec, on voit qu'il y a des fermes, en fait, au Lac-Saint-Jean, au Saint-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a aussi en Montérégie. Donc, le Québec, évidemment, à même le Canada, en production laitière, c'est très, très, très important. Donc, c'est une industrie importante au Québec. Et au cœur de cette industrie-là, évidemment, moi, je suis dans le département de sciences animales, on s'intéresse à l'animal. Donc, ici, on a la production de la vache, production de lait de la vache en fonction des différentes années. Là. Par exemple, si on retourne en 1924, c'est des données qui viennent des États-Unis, mais c'est la même chose sensiblement au Québec. Mais en gros, si on retourne à la vache des années 1924, elle produisait un petit peu moins de 6 000 livres de lait par année. Et maintenant, si on regarde en 2015, là, c'est certain que ça va plafonner, mais on voit qu'il y a une belle augmentation de la production du lait de nos vaches. Nos vaches sont génétiquement, ils sont excellents, mais aussi toute la production, elle s'est améliorée, c'est raffiné, la nutrition, mais aussi tous les outils de gestion. Donc, on voit très bien que c'est une production qui est optimisée, mais au cœur de ça, c'est évidemment c'est la vache laitière. Et ce que ça amène, ça, en fait, c'est intéressant, ça, c'est la situation au Canada. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que si on retourne en 1960, donc en gros, 3 millions de vaches au Canada. Et là, si on regarde aujourd'hui 2010, on a tranquillement, on se stabilise vers 1 million de vaches au Canada. Donc, ça fait beaucoup de vaches. Mais ce qu'on constate, c'est justement, étant donné que les vaches sont tellement bonnes pour produire du lait et la production est tellement rendue optimisée que pour 1 million de vaches, en fait, on produit la même quantité de lait qu'on produisait avec 3 millions de vaches. C'est vraiment, en fait, ça m'amène à une diapositive là, qui m'amène à comparer, puis là, je ne suis probablement pas le seul à avoir fait ça, là, à comparer la vache laitière à une Formule 1. Donc, c'est vraiment une Formule 1 de la production de lait, évidemment. Puis quand on a une Formule 1 entre les mains, qu'est-ce qu'on fait? On met des capteurs, on veut s'assurer
s'assurer qu'elles soient en bonne santé. Et ça m'amène justement à vous parler de toutes les données qui sont générées en production laitière pour justement s'assurer que notre vache laitière, elle est en santé et elle produit du lait de qualité. Donc, on veut suivre à la trace qu'est-ce qui se passe chez la vache laitière. Donc, ici, on a une vache laitière avec plusieurs capteurs qui nous permettent d'obtenir plein d'informations sur cette vache-là. Donc, sont utilisés en ce moment en installation. Donc, ici, par exemple, on peut voir, puis là, on va voir des exemples plus tard. Là, donc, les exemples qui vont nous intéresser, c'est ici, c'est une espèce de bolus. On va le voir plus en détail, mais ça nous permet de suivre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec le pH dans l'estomac de la vache, donc dans le rumen de la vache. On peut aussi suivre la température de la vache avec des capteurs. On peut suivre sa production de lait. Ça, c'est des robots, en fait, qui permettent de traire la vache. Donc, ce robot-là est muni de plusieurs capteurs qui nous permettent de suivre la production de cette vache-là à chaque jour. On a des mesures sur la qualité de son lait, le taux de gras, le taux de protéines. Donc, on a beaucoup d'informations. Et puis là, on a vu Lactanet. René a mentionné Lactanet. Le Lactanet, évidemment, il s'occupe du contrôle laitier. Il obtient des échantillons de lait. Ils ont du suivi historique. René mentionnait que ça fait depuis 40-50 ans qu'ils sont là. Donc, il y a des données historiques. Donc, Valacta, là, c'était Valacta avant, là, c'est Lactanet. Donc, Lactanet a beaucoup de données de production. Donc, il y a beaucoup de données dans ce secteur-là. Et aussi, ça, c'est la partie génomique. Si on s'intéresse, souvent, les gens pensent que si on parle de génomique, par exemple, au Canada, c'est que la génomique, elle est surtout peut-être en santé humaine. Ce n'est vraiment pas le cas. En fait, au Canada, il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de vaches qu'on dit génotypées, donc pour lesquelles on a de l'information génomique. Donc, ça fait beaucoup de points, ça fait beaucoup de données. Donc, c'est l'information. Donc, il y a plusieurs capteurs qu'on peut utiliser en production qui génèrent beaucoup de données. Là, on essaie de stimuler les gens, les auditeurs, les gens qui écoutent. Là, si vous êtes intéressé à l'analyse de données, il y en a beaucoup en production laitière, puis ça provient de ces technologies-là. OK? Donc, les données au Québec, là, on est chanceux parce que ce que je présente là, c'est juste un éventail de comment les données transigent entre les différents acteurs en production laitière au Québec. OK, ça vient, cette figure-là vient d'un rapport qui a été produit par le Cyrano, un rapport qui a été produit par des chercheurs. En fait, il y a Annie Royer de l'Université Laval qui est en charge de ça. Il y avait aussi Nathalie de Marcellus-Warin qui est au Cyrano, donc qui étaient en charge de ce projet-là, juste pour en fait faire dresser le portrait des données en production laitière au Québec. Puis, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les producteurs ici au centre, évidemment, et ils partagent beaucoup de données avec les producteurs laitiers du Québec, par exemple, Lactanet aussi. Donc, c'est juste pour dresser un portrait de comment les données transigent beaucoup. Puis, on voit qu'il y a très peu de données qui transigent vers les universités, mais ça, on va tendre, on essaie de changer ça, là, pour qu'il y ait plus de données qui s'en viennent vers l'université. Mais l'idée ici, c'est de voir qu'il y a beaucoup de données qui transigent dans la filière laitière. Et ça, c'est une autre façon de représenter les données. C'est même des représentations souvent qu'on voit en génomique. Mais en gros, ici, on voit les flèches qui disent, bon, ben, par exemple, ici, la KINAC envoie des données aux producteurs, puis ensuite de ça, ben, les producteurs envoient des données à CCAE, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de données encore là qui transigent, mais là, on apprécie plus, on est capable de mieux apprécier, en fait, qu'il y en a beaucoup de transactions, puis il y a beaucoup de données qui circulent. OK? Et là, bon, ben, suite à ce rapport-là, bien évidemment, l'industrie, tranquillement, elle essaie de se positionner par rapport à toutes ces données-là, en lien avec des notions de consentement, aussi de gouvernance de ces données-là. Donc, tranquillement, il essaie d'avoir un virage numérique pour essayer de centraliser d'une certaine façon ces données-là pour justement permettre un accès qui est plus simple et mieux gérant en fait, les notions de consentement et de gouvernance. Okay? C'est un peu inspiré de ce qu'on voit, par exemple, en Europe avec des technologies comme AgriRouter. Donc, l'industrie laitière essaie de se positionner en ce sens-là pour la valorisation des données. Et en gros, bon, pour résumer ce qui se passe avec les données en production laitière, en gros, bon, les producteurs en génèrent déjà beaucoup. L'industrie génère déjà beaucoup de données via les capteurs multiples et aussi les robots de traite, caméras. Et en fait, il y a souvent des données historiques. Donc, si on va entraîner des modèles, on parle d'intelligence artificielle. Donc, si on va entraîner des modèles, on peut les entraîner ensuite de ça sur des données historiques puis tester. Donc, ça, beaucoup de données sur du long terme. Il faut savoir que, bon, suite au rapport du Cyrano, ce qu'on constatait, c'est que les producteurs actuels sont tournés vers le futur et ils veulent s'équiper, en fait, de technologies qui vont générer beaucoup de données. On va voir la présentation de M. Jacqueline Labrec chez Romain, là, juste après moi. Donc, on parle de caméras, donc pour le suivi des animaux en temps réel. Donc, là, il y a beaucoup de producteurs qui veulent s'équiper avec ces technologies-là. Donc,
les données qu'on génère actuellement, ça va être décuplé quand on va installer ces capteurs-là dans l'industrie. Donc, l'industrie, il y a beaucoup de données en ce moment, il va en avoir encore plus dans le futur. Donc, c'est important de s'y intéresser, évidemment, immédiatement. Puis là, en ce moment, ben là, c'est comme j'ai mentionné que la filière tente de s'organiser en lien avec toutes les transactions qui sont faites dans l'industrie. Et c'est évident que dans le futur, étant donné que étant donné toutes ces données-là, puis qu'on a justement un effort d'organisation de ces données-là, on va avoir besoin de ressources pour tout analyser ça dans le futur très, très proche. OK? Donc, pour ce qui me concerne, puis là, ça va expliquer pourquoi j'ai parlé de médecine de précision au début. Là, j'essaie de. C'est une diapositive, peut-être qu'elle va être contestée, mais j'essaie quelque chose. on va essayer quelque chose. Donc là, moi, pendant, écoutez, je pourrais dire une dizaine, 10-15 ans, là, j'ai fait de la médecine de précision. Là, écoutez, j'ai publié des articles scientifiques, mais j'ai toujours eu comme intention d'avoir une contribution dans le clinique, okay? D'amener des changements dans le clinique. Donc, on a développé des outils en cancer du sein, cancer du côlon. On a même breveté ces outils-là. Puis l'idée de breveter, ce n'est pas pour faire de l'argent. L'idée, c'est de breveter, c'est qu'on protège la technologie pour essayer de trouver des partenaires, pour essayer de pousser ça dans le clinique. Et puis, je peux vous dire qu'on a essayé très fortement de pousser ces technologies-là et ça a été très difficile, en fait, de trouver des partenaires pour différentes raisons. Mais si on va avoir un impact dans le clinique, quand on fait de la médecine de précision en utilisant des technologies génomiques, par exemple, on dirait qu'on n'a pas la masse critique au Québec ou je ne sais pas quoi, mais c'est très, très difficile d'avoir un impact. Donc, moi, j'aurais pu faire une carrière en médecine de précision, faire des publications et tout ça, avoir une belle carrière, mais comme impact, dans le clinique, concrètement, avoir des outils qui passent dans le clinique, ça aurait peut-être été plus ou moins de succès, en tout cas basé sur mon expérience précédente. Tandis que, si on parle de production laitière, OK, si on parle de production laitière de précision, je suis pas mal convaincu que je peux avoir plus d'impact parce que, juste donner un exemple, j'étais à un symposium de bovins laitiers récemment, il y avait plein de producteurs qui sont à côté, on peut leur parler. Si on trouve quelque chose, ben on peut, les producteurs ils sont enclins à utiliser ces technologies-là. Donc, on a un contact direct avec les producteurs, donc il y a plus de chances de pouvoir faire un impact. Donc, c'est pour ça ici, je vous dis, cars are cool. Donc, venez travailler en production laitière pour justement avoir un impact concret si c'est ce que vous voulez. Donc, il est très possible facilement d'avoir un impact concret en production. OK, donc c'était mon petite diapositive de la médecine de précision à la production laitière de précision. Donc, mes intérêts de recherche, on revient à cette diapositive-là. Moi, je m'intéresse justement à la production laitière de précision. Ça veut dire quoi? Bien, écoutez, on a plusieurs capteurs. On s'intéresse à la vache. On s'intéresse à cette vache-là, savoir bon, comment sa température varie, toute l'information qu'on peut obtenir sur cette vache-là. Donc, vraiment, production laitière de précision, une vache à la fois. Donc, c'est les projets que je vais vous présenter. Donc, 2 exemples de projets. Le temps file. Écoutez, on va faire ça rapidement. Donc, 2 exemples de projets qui sont en cours depuis juin 2020, donc avec une collègue au département des sciences animales, Rachel Gervais, et un étudiant ici à la maîtrise, Félix Huot. Donc, en gros, on s'intéresse au pH dans l'estomac. J'ai dit dans le rumen de la vache. On veut étudier comment le pH et même d'autres variables. On a même accès à l'activité dans le rumen de la vache. On a même accès aussi à la température dans le rumen de la vache. Donc, je vais vous présenter les résultats rapidement de ces projets-là. Puis aussi un projet avec Léonie Laflamme et Edith Charbonneau, aussi une collègue au département. Donc, on s'intéresse à l'alimentation du veau laitier en utilisant ce qu'on appelle une louve. Donc, ça, c'est un truc pour donner du lait, du lactoremplaçeur au veau de façon automatique. Donc, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, en gros, projet sur le pH dans le rumen, donc pH dans l'estomac de la vache, qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qu'on a, c'est qu'on a un bolus, une technologie, c'est un capteur qu'on peut insérer dans le rumen, dans l'estomac de la vache, puis ce capteur-là émet des données, donc on peut les prendre par le Wi-Fi, puis après ça, stocker ça sur le réseau. Et bon, on a fait ce projet-là sur 13 fermes au Québec, 110 vaches au total, dans lesquelles on a utilisé ces capteurs-là. Et on est capable d'obtenir 150 jours environ de données, puis des acquisitions aux 10 minutes. Donc, en gros, ça, c'est pour 5 jours. On peut voir ce qu'on obtient comme profil, donc le profil d'activité, la température aussi. Ce qu'on voit, ça, c'est quand la vache, elle boit. Donc, on voit qu'il y a une baisse de température, puis ensuite de ça, ça retourne à la température normale, puis ensuite de ça, le pH. Donc, aujourd'hui, on va focuser sur le pH. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, ce qu'on voit, c'est 3 vaches individuelles. OK? Donc, ici, c'est la vache A. Et ça, c'est son profil journalier. Donc, ici, c'est le début de la journée, fin de la journée.
Puis on peut voir, en fait, on voit un pilot de plein de traces. Donc, c'est toutes les traces de cette vache-là, qu'est-ce qui s'est passé durant la journée. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un profil qu'on dit circadien. Donc, on voit qu'au début de la journée, le pH est le plus élevé. Ensuite de ça, il diminue. Puis ensuite de ça, il augmente. Ça, c'est la vache A. Mais on voit que la vache B aussi a fait un peu le même pattern, le même patron, sauf que là, il y a des variations. Ça, c'est dû en fonction, c'est une vache d'une autre ferme. Donc, on peut voir que d'une vache à l'autre, c'est assez variable. On peut même voir que le niveau de pH est assez variable d'une vache à l'autre. Puis ensuite de ça, il y a une autre façon de représenter ces données-là. Donc, j'aime bien, moi, comment on peut visualiser les données. Donc, une façon un peu différente de visualiser ces données-là. Donc, ça, c'est pour une vache, OK? C'est un graphique qui va revenir, donc c'est important de porter attention à comment il est présenté. Ça, ici, c'est en fait, chaque colonne, c'est une journée. Et ensuite de ça, ben, ça, c'est comment on peut décomposer la journée. Donc, ici, ça, le début de la journée, il est ici, puis la fin de la journée, il est là. Et ça, c'est donné pour une vache, par exemple, sur 150 jours. Ce qu'on peut voir, c'est ici, bon, c'est notre fameux, là, il faut voir aussi les couleurs. Là, donc, ça, c'est, quand c'est foncé, c'est un pH qui est élevé. Donc, ici, on a un pH élevé qui est en début de journée, comme on a vu. Mais ce qui se passe ici, puis ça, c'est intéressant, on voit qu'il y a une transition environ vers le 6 juin. Puis ça, c'est bien évidemment, les gens qui connaissent bien la production, ils peuvent se douter de ce qui se passe. C'est que la vache, elle sort au pâturage. Donc, quand la vache sort au pâturage, en fait, elle se nourrit du pâturage. Et ce qui se passe, c'est que ça change son profil de pH. Donc, avec ce genre de graphique-là, on peut observer on peut observer des choses de ce type-là. Et aussi, on peut s'intéresser aux variations des vaches qui sont sur la même ferme. Par exemple, ça, c'est les profils journaliers de quelques vaches qui sont sur la ferme A. On voit qu'il y a une belle hétérogénéité dans les vaches. Donc, le pH ruminal, même si les vaches sont exposées au même traitement, même dans le même environnement, on peut voir que le pH rumen, il varie beaucoup d'une vache à l'autre. Puis même d'une ferme à l'autre, on peut voir que les pH ici sont globalement plus élevés. Donc, c'est la ferme B. Puis après ça, on peut voir la ferme C qui a une autre belle hétérogénéité. Donc, le pH des vaches, ça, c'est ça sera éventuellement une des conclusions de cette étude-là, que le pH est assez variable d'une ferme à l'autre et d'une vache à l'autre. Okay? Donc, je vous ai dit que je m'intéressais souvent à intégrer de l'information qui provient de plusieurs capteurs. Donc, ici, on a nos données de pH. Donc, d'un côté, on a le pH qu'on est capable de bien étudier. On a le pH journalier, mais on veut combiner cette information-là avec des données de production. Donc, on a pris sur les 110 vaches, certaines de ces vaches-là qui sont sur des robots de traite pour lesquels on peut avoir des quantifications de leur niveau de lait, de leur taux de gras, du lait qui est produit puis le taux de protéines. Donc, on veut s'intéresser, est-ce qu'on peut trouver un lien entre le pH et la production de lait? Donc, on a scanné, nous, avec des outils d'analyse de données, on a scanné nos traces pour essayer de trouver des liens entre ces profils temporels-là. Et on a identifié des événements qui sont assez intéressants, justement, qu'on peut voir assez clairement. Donc, ici, on voit une chute de la production qui est assez massive. Après ça, on voit le taux de gras qui augmente massivement. Ensuite de ça, quand on regarde le pH, il y a justement une augmentation puis une diminution subite. Donc, on peut voir clairement ici qu'à partir du pH, on fait un lien entre le pH et la production ici. Donc, ça, c'est un exemple de problème, évidemment, qu'on pourrait évidemment détecter chez la vache laitière. Donc, ça, c'est un exemple d'une vache où est-ce qu'on on était capable de détecter un lien entre le pH et la production. Et ça, c'est une autre vache différente pour laquelle on a aussi identifié à l'aide d'outils d'analyse de données des événements où est-ce que là, ici, on voit clairement une chute quand on voit ici la couleur, c'est jaune, ici, on le voit bien clairement, puis on le voit même sur le graphique. Donc, ici, une chute qui amène encore une augmentation du taux de gras puis une diminution de la production. Donc, ça, c'est ce qu'on peut obtenir en combinant des données. Donc, en résumé, les prochaines étapes, là, ce qu'on voit, c'est que ce que je vais présenter comme analyse, c'est il y a environ 20% des vaches où est-ce qu'on détecte ces problèmes-là, où est-ce qu'on voit un problème dans le pH, puis que ça se reflète dans la production de lait. Donc, 5 vaches sur 25, c'est un petit échantillon, mais en gros, c'est ce qu'on observe. Puis on peut voir, en fait, qu'on peut faire ressortir des événements en lien avec la production et le pH. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de séries temporelles. Donc, on a besoin d'algo pour faire des liens entre ces séries temporelles-là. Donc, pour les gens qui sont en IA, c'est ce genre d'algo qu'on utilise. Donc, il y a beaucoup de plaisir en perspective, évidemment. Et là, je vais accélérer. Je m'excuse, Dani, peut-être encore 2-3 minutes. Je m'excuse. Donc, l'alimentation du veau, rapidement. Donc, projet Léonie et Edith. Donc, on s'intéresse à savoir... Ça ici, c'est la recommandation. Donc, à chaque jour, ce qui est recommandé, c'est de donner 8,3 litres de lactoremplaçeur au veau ou versus une alimentation à volonté. Donc, on a fait cet essai-là sur 2 fermes commerciales
sur 329 veaux. Et on s'intéressait justement à savoir est-ce qu'il y a un impact sur le comportement du veau à la louve. Ce qu'on appelle ça, c'est une louve pour donner justement le lacto remplaçant. Mais cette machine-là, elle donne de l'information. Elle nous donne la quantité consommée, par exemple, par le veau. Elle nous dit la vitesse à laquelle il l'a consommé. Puis ensuite de ça, nombre de visites. On appelle ça une louve, donc nombre de visites à la louve. Et en parallèle, encore pour combiner avec deux types de capteurs, on avait des capteurs, c'est des accéléromètres qu'on attache sur les veaux, donc pour savoir leur niveau d'activité. Donc, le traitement, il fonctionne. Donc, les veaux qu'on a mis sur le traitement à volonté, ils consomment 15,2 litres de lait par jour versus 8,3 pour ceux qui sont à 8,3. Puis ensuite, ça a un impact, évidemment, sur la croissance du veau. Donc, il consomme plus, donc il croît plus. Et c'est un effet qui perdure, en fait, dans le temps. Donc, ici, on peut voir que le poids du veau augmente dû à ce traitement-là à volonté. Mais nous, on s'intéressait à savoir, est-ce qu'il y a une différence au niveau du comportement de ces veaux-là quand ils interagissent avec la louve. Ce qu'on constate, c'est que les veaux qui sont sur le programme à 8,3 litres versus à volonté, ils vont plus souvent à la louve. Okay? Donc, ils vont plus souvent à la louve. Et quand ils y vont, bien, ils boivent plus rapidement. Okay? Donc, ça, c'est la vitesse, pardon. Ça, c'est la vitesse à laquelle ils boivent. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose une conclusion qu'on peut tirer à partir de ces analyses-là. Puis là, après ça, on s'intéresse aussi à l'activité. Ce qu'on constate, les veaux, ça dort beaucoup. Puis là, c'est ce qu'on voit là. C'est 17 heures par jour environ. Donc, ça passe la majeure partie de son temps couché. Sauf que on peut arriver à ce chiffre-là de différentes façons. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est que les veaux qui sont sur le programme à volonté, quand ils sont couchés, bien, ils sont couchés moins longtemps et ils se lèvent plus aussi. Donc, ça, c'est le genre de conclusion qu'on peut tirer en combinant plusieurs types de données. Donc là, maintenant, bien, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut changer les pratiques en lien avec ça. Donc, ça, c'est le genre de conclusion qu'on peut faire. Donc, résumer des projets, plusieurs types de données différentes en production. Vous allez j'en ai présenté quatre types différents. Beaucoup de défis, évidemment, donc pour les gens qui ça peut intéresser. Donc, pour la production laitière de précision, la clé, c'est vraiment d'utiliser plusieurs technologies. Un petit peu de publicité là, avec mon collègue au département. On co-organise, en fait, moi et Marc-André Sirard, une série de webinaires en collaboration avec le MAPAC et aussi l'OBVIA. Je suis membre de l'OBVIA. J'aurais dû le mentionner au début, et Forum IA. En fait, d'ailleurs, Ivado est partenaire. Donc, mettez le 9 décembre 2020 de 13h30 à 16h. J'ai vu que Claude Coulombe, je l'ai vu au début, donc Claude aussi va être présent à cette présentation-là. Donc, rendez-vous sur ce site web-là. Inscrivez-vous, là, on va avoir bien du plaisir. Là. On va parler d'agriculture et d'intelligence artificielle dans le bioalimentaire, ça va être superbe. Donc, remerciements, écoutez, tous ces projets-là, moi, j'ai bénéficié des données de ces projets-là. Ça a été mis en place par tous ces partenaires-là. Donc, et il y a beaucoup, beaucoup de gens là, qui sont pas sur ces... Ça, c'est les gens avec qui, les étudiants puis les chercheurs avec qui je travaille. Là. Donc, il y a beaucoup de collaboration dans ces projets-là. Et si vous avez des questions, je vais être bien content de prendre des questions. Si vous êtes intéressé par des projets en IA, en analyse de données, je me contacter. Vous pouvez aussi accéder à mon site, le site web du labo. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Éric, pour ta présentation. Tout qu'un sprint d'informations que tu viens juste de nous faire là. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions dans le bloc questions et réponses au bas de votre écran. Moi, j'aurais une première question pour toi, Éric. C'est mon passé en génétique laitière qui me titille présentement. On parlait justement qu'il y avait de la variation individuelle dans le pH ruminal pour donc une variation individuelle. Il y avait une variation aussi entre les troupeaux. Est-ce qu'il va éventuellement y avoir des études à savoir, est-ce qu'on est capable d'identifier des régions géniques qui pourraient être attribuables finalement à cette variation-là? Ça pourrait. C'est pas le but de projet, c'est pas le but de ce projet-là, mais effectivement, il y a sur certaines fermes, eux, ils sont sur le programme génétique avec Canadian Dairy Network, le CDN, le Réseau laitier canadien, désolé. Donc, on pourrait le faire. C'est pas le but premier de l'étude, mais oui, ça pourrait être très intéressant parce que nous, évidemment, cette variation-là, s'y attendait pas tant, je te dirais, parce qu'il y a des problèmes il y a souvent des problèmes qui sont reliés au pH dans le rumen. J'essaie de trouver une place où est-ce qu'on me voit un peu mieux. En tout cas, je suis pas capable. Bref, c'est ça, souvent, des problèmes qui sont reliés au pH dans le rumen de la vache. Puis, il y a des seuils fixes. Okay? Donc, souvent, les gens vont dire, OK, on parle d'acidose. Donc, si le rumen est très acide, on parle d'acidose quand la vache passe, je ne sais pas moi, 400 minutes sous 5,7, par exemple, de pH. Mais là, on voit que c'est un peu un truc bizarre parce que d'une vache à l'autre, ça change. Fait que c'est un truc plus relatif. Là. Donc, c'est vraiment le but premier. Mais oui, si on peut faire la génétique, ça pourrait être très intéressant. Bon point, merci. Excellent.
Excellent. Bien, je vois que le temps file. On va passer à notre deuxième conférencier. Si à un certain moment vous avez des questions pour Éric, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Donc, merci beaucoup, Éric, pour ta présentation. On va passer à la présentation de Jacqueline Labrec, qui est directeur de la recherche et développement et chef produit chez Romain. Donc, Jacqueline est un ingénieur passionné de l'agriculture qui se donne comme mission d'utiliser les technologies d'analyse de données les plus avancées pour permettre aux agriculteurs et agricultrices de nourrir le monde de façon durable. Sa connaissance pratique de la production porcine lui permet d'innover et d'apporter des solutions simples et concrètes à des problématiques complexes d'agriculture de précision. Jacqueline a été diplômé en génie mécanique de McGill et est présentement étudiant au doctorat en informatique à l'Université Laval. Il a occupé les postes de chargé de projet et de spécialiste en bâtiments et équipements porcins au Centre de développement du port du Québec. Il a rejoint Romain en 2014, où il a participé à l'élaboration d'une vision de l'agriculture 4.0. Il dirige le département d'informatique spécialisé en vision numérique et en intelligence artificielle appliquée à l'élevage de précision et développe une nouvelle gamme de produits et services intégrant l'intelligence artificielle. Donc, bonjour Jacqueline, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Dany, merci beaucoup. Donc, je te laisse aller avec ta présentation. Super, merci. Donc, avant de commencer, je veux remercier toute l'équipe des organisateurs là, de ce webinaire de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici avec vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne au plus haut point. J'espère que ça va transparaître à travers ma présentation. Juste pour parler un petit peu de qui je suis avant de commencer pour que vous puissiez avoir une idée de mon parcours. Donc, je suis un petit garçon de Saint-Bernard-de-Beauce. J'ai été élevé, comme vous voyez sur la photo, là, sur une ferme, tout d'abord avicole, qui était à mon grand-père et à mon père. Puis ensuite de ça, l'entreprise familiale a changé. On s'est spécialisé en production porcine jusqu'à atteindre un troupeau de quelques milliers de truies avec toute la chaîne jusqu'à l'engraissement des porcs. En même temps aussi, on faisait des grandes cultures. Puis, j'ai eu la grande chance de passer ma jeunesse dans une famille de gens plutôt créatifs. Donc, mon père et mes oncles, en 99, ont inventé une machine qui a fini par changer les façons de faire dans l'industrie porcine. Ça s'appelle le Contactomax. Vous avez peut-être déjà vu cet outil-là, une cage motorisée qui permet d'optimiser la détection des chaleurs chez la truie. Donc, rapidement, c'est devenu un succès commercial. C'était vraiment sur le côté, les opérations les plus importantes de la famille, c'était quand même les fermes, mais on voulait partager ces nouvelles connaissances-là, les technologies qu'on avait développées dans nos propres fermes avec le reste du monde. Donc, c'est de là qu'est parti Romain. Puis, donc, j'ai vraiment gravité dans ce milieu-là tout au long de ma vie. Puis, éventuellement, j'ai fait le choix d'étudier à l'Université McGill en génie mécanique pour m'éloigner de l'agriculture. Mon objectif, c'était de travailler dans le domaine aérospatial. Donc, j'ai fait une spécialisation en aérospatial. Mon objectif était de développer des engins, comme vous voyez un peu sur la photo ici. Puis, très rapidement, après mes 4 années à Montréal, au centre-ville, le petit gars de la Beauce se sentait loin de ses animaux. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que je voulais vraiment revenir vers l'agriculture. Puis, au final, j'ai réalisé à quel point un système aérospatial est quand même très déterministe par rapport à un être vivant qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus de variabilité d'un individu à l'autre. Donc, c'est ce côté complexité-là que le vivant a qui m'a vraiment attiré et qui m'a incité à revenir vers l'agriculture. Donc, c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Puis, la dernière étape de mon parcours, c'est ma maîtrise en informatique à l'Université Laval qui a donné lieu à des études de doctorat que je fais en ce moment. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour moi de voir comment on peut optimiser la production animale. Chez nous, on le fait principalement à travers la production porcine, mais ça peut s'appliquer un peu à tout.
grâce à l'informatique. Donc, c'est vraiment ces nouveaux outils-là qu'on va mettre en application chez Romain, puis dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, juste avant de commencer, je veux peut-être faire un historique pour mettre les choses en perspective de comment, ça a été quoi notre relation avec les données en production animale à travers le temps. Si on reprend la première image que je vous ai présentée plus tôt, dans la ferme de mon grand-père, on avait quelques poules. On travaillait avec des observations visuelles. Pourquoi? Parce que le volume de production ne nécessitait pas nécessairement une gestion des données très différente de ça. Puis, ça fonctionnait très bien. Donc, on arrivait dans la ferme, on regardait chaque animal, puis, en fonction de ce qu'on observait, on était capable de prendre des bonnes décisions dans notre travail de tous les jours. Mais après, les entreprises se sont spécialisées, les entreprises ont pris de l'expansion, puis on s'est rendu compte qu'il fallait maintenant prendre des notes papier, avoir une certaine mémoire des événements, parce que là, dans le cas de la truie, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une carte de truie qu'on prend en note dessus les différentes informations qui sont importantes pour suivre les différentes portées de porcelets. Bon, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la truie 3145 que vous voyez sur l'image-là, on ne se souvenait pas c'était laquelle précédemment. Donc, avec beaucoup, beaucoup d'animaux, des centaines, des milliers d'animaux, ça devenait très difficile. Puis il fallait avoir une certaine mémoire des événements. Puis éventuellement, on s'est mis à faire de la saisie informatique pour pousser l'analyse des données encore plus loin, donc se spécialiser. Puis le genre de choses qu'on fait avec de la saisie comme ça, c'est qu'on va saisir exactement l'information qu'il y a sur les cartes de truie notées sur papier. On va les mettre dans l'ordinateur pour avoir une mémoire à plus long terme, mais aussi pour être capable de jouer avec les données. Donc là, c'est là qu'il va entrer en ligne de jeu là, les Excel de ce monde pour vraiment jouer avec ces données-là. Puis, ça a permis de pouvoir comprendre les bons coups puis les mauvais coups qu'on a fait sur les lots précédents pour être capable de s'adapter puis mieux faire dans le futur. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé quand même beaucoup. On est rendu avec la saisie en temps réel sur les téléphones ou les tablettes directement dans la ferme. Donc, ça, ce que ça nous permet, ce n'est pas juste d'entrer nos données au fur et à mesure qu'on les observe, mais aussi d'analyser en temps réel, donc de pouvoir prendre des décisions spécifiquement sur le lot actuel et non pas sur le lot futur en fonction du lot précédent. Ce n'est pas une surprise pour personne que le cloud a fait son arrivée aussi en agriculture. Ça ouvre la porte à une façon différente d'avoir notre relation avec les données en élevage. Puis, entre autres, ça nous donne accès aux données en temps réel à l'extérieur de la ferme aussi. Donc, peu importe on est où, 24 heures sur 24, on a accès aux données. Puis même des gens qui sont plus spécialisés dans l'analyse ou la gestion des fermes peuvent travailler même de l'extérieur de la ferme sans devoir être là à tous les jours. La question qu'on peut se poser, c'est « et après? Qu'est-ce qui va se passer par après? » C'est le cœur de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. C'est que puis là, ici, vous allez, ça peut être contestable, vous allez voir, c'est ma façon de voir les choses, mais le « et après », ce qu'il faut, le point sur lequel on doit réfléchir, c'est que malgré l'évolution de cette collecte de données-là qu'on a eue, les différents moyens d'analyse qui ont changé dans le temps, l'être humain reste encore le facteur limitant dans tout ça. Le facteur limitant de deux choses. Premièrement, la collecte des données, puis l'analyse des données. Donc, de quelle façon? On va les séparer, les deux sujets, la collecte et l'analyse des données. Au niveau de la collecte des données, les données sont beaucoup plus… les données les plus importantes aujourd'hui pour optimiser notre production sont généralement pas observables autrement que par des humains à l'aide de leurs 5 sens. Donc, ce qu'on veut faire, oui, on peut avoir toutes sortes de données, mais ce qu'on veut faire au final, c'est de suivre le bien-être de nos animaux, de suivre l'état de santé, les blessures, le comportement, le poids, des choses comme ça, qui nous permettent vraiment d'optimiser la croissance, optimiser la production de nos animaux, optimiser le bien-être, parce que plus nos animaux sont bien, plus on a une capacité à produire mieux. Donc, la plupart des données qui permettent de faire ça ne sont pas disponibles autrement que par des êtres humains aujourd'hui.
Puis l'estimation de ces données-là faites par des humains est très subjective. Chaque personne a une façon différente de faire les choses, puis le risque d'erreur est très grand. Puis l'humain, ça va de soi, n'est pas physiquement capable d'observer chaque animal là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça va de soi. On est quand même des êtres humains. Au niveau de l'analyse des données, les éleveurs aujourd'hui sont souvent submergés par les données. On a vu Éric précédemment qui nous a parlé de la quantité de données qui sont générées dans l'industrie laitière. L'industrie laitière est une des championnes au niveau de la collecte des données. Par contre, les éleveurs n'ont souvent pas le temps ou les connaissances pour valoriser ces données-là à leur plein potentiel. L'humain n'aura jamais le temps d'analyser les données de chaque animal individuellement en temps réel. Ça va de soi avec l'ampleur des fermes aujourd'hui. Ça devient impossible à faire. Puis, j'irais même jusqu'à dire impossible à faire de la façon qu'on le faisait dans le temps de mon grand-père, par exemple. Puis, c'est très difficile d'avoir aussi du personnel qualifié capable de prendre des bonnes décisions à chaque fois. Vous en parlerez aux éleveurs qui iront certainement dans le même sens. Puis, aussi, il y a plusieurs décisions qui sont prises selon le feeling du producteur. L'intérêt de travailler avec les données et d'éliminer cette composante de feeling-là pour prendre des décisions basées sur des faits. Donc, je vois 3 volets d'application principaux de l'intelligence artificielle en production animale. Le premier volet est au niveau des observations, donc au niveau des données en elles-mêmes, pour faire des observations qui sont plus complexes, permettant d'imiter les 5 sens humains, donc aller chercher les données les plus intéressantes pour prendre des décisions après. Le deuxième volet, c'est le volet d'analyse. Donc ça peut inclure des diagnostics, la prédiction, l'aide à la décision. Puis tout ça, on va pouvoir le faire avec l'apprentissage automatique. Puis le troisième volet, c'est un volet automatisation des processus. Donc quand on va encore plus loin, de permettre à des systèmes informatiques de faire des choses complètement sans l'interaction avec l'être humain. Vous verrez qu'on n'est pas nécessairement rendu là, mais ultimement, c'est des choses qu'on va pouvoir tendre dans cette direction-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment chez Romain, on travaille par rapport à ces 3 différents volets-là. Donc, je vais commencer avec le volet observation. Chez Romain, ce qu'on croit, c'est qu'utiliser les caméras, on croit beaucoup à utiliser des caméras pour donner des yeux infatigables et objectifs aux producteurs de porc. Quand on va dans une ferme, dans le cas de l'industrie dans laquelle on œuvre chez Romain, c'est dans une ferme porcine, la plupart des actions sont faites en fonction de ce qu'on observe avec nos yeux. Donc, c'est normal que pour nous, ce soit ce qu'on croit qui va donner le plus de valeur aux éleveurs de porc. Donc, comment on fait ça, donner des yeux infatigables aux éleveurs de porc? C'est qu'on va faire, par exemple, des algorithmes qui vont faire la détection des porcs. Comme vous voyez dans la vidéo suivante, vous voyez que chaque porc est identifié dans l'image en temps réel, puis à travers une séquence d'images, donc une vidéo, les porcs sont suivis, puis on est capable, dans certains cas, de faire du suivi individuel. On peut faire aussi de la segmentation des porcs, donc le type de données qu'on va vouloir aller chercher avec les caméras va dépendre de l'application qu'on va en faire après. On va venir à ça tout de suite après. Mais par contre, dans certains cas, on peut vouloir segmenter les animaux les uns des autres, donc tracer les contours pour après pouvoir prendre des mesures sur cette segmentation-là des animaux. On peut vouloir prédire la posture. Vous voyez dans la vidéo, c'est un peu petit, mais quand la truie est couchée, les algorithmes prédisent qu'elle est couchée, puis quand la truie se lève, la prédiction change pour debout. C'est une chose qui est très intéressante. Entre autres, par exemple, dans une application future d'alimentation de précision chez la truie, on sait que la science nous a démontré qu'une truie qui est debout dépense 2 fois plus d'énergie environ qu'une truie qui est couchée. Donc, si on veut alimenter très précisément selon les besoins de la truie, mais de connaître les besoins de base de la truie comme ça devient très intéressant. Donc, ça peut être une application qui pourrait être faite avec des données comme ça. Un autre type de données qui peuvent être allées chercher avec des caméras, c'est la différenciation entre les types d'animaux. Donc, vous voyez la truie dans l'image en haut à droite qui est détectée comme une truie. Puis,
vous remarquerez, si ce n'est pas trop petit, que c'est écrit aussi une truie couchée côté droit. Donc, c'est des choses que les algorithmes sont capables de faire. Puis, les petits porcelets qui sont autour d'elle, dans la cage de mise bas, sont identifiés comme des porcelets. Puis, une autre chose qui peut être faite, c'est de détecter la position des différentes parties de l'animal. Dans l'image en haut à droite, par exemple, vous voyez que la tête est détectée, puis c'est symbolisé par un carré orangé. Donc maintenant, par rapport à ces données-là, souvent ces données-là qu'on va chercher dans des images vont être mises sous forme de séries temporelles. Ça devient important pour les prochaines étapes que j'appelle les analyses plus de côté science animale. On passe plus du côté science de vision numérique, ingénierie, pour obtenir les premières données. Mais une fois qu'on a les données, il faut les traiter du côté science animale. Puis, étant donné qu'on travaille avec des animaux, souvent, ce qu'on veut voir, c'est des événements, un peu comme Éric l'a présenté avec le pH de la vache laitière. Donc, on met ça dans le temps, puis on essaie d'identifier des événements. Le traitement des données permet d'obtenir des métriques ou des signaux qui sont plus digestes pour ces algorithmes-là, plus côté science animale. Donc, chez Romain, ces données-là sont la base de nos produits. C'est primordial d'avoir des données fiables en entrée des systèmes plus complexes qu'on va voir par la suite. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que par elles-mêmes, les données sont pratiquement inutiles. Donc, c'est pratiquement inutile pour un producteur qu'on lui donne un système qui détecte ces animaux, si on est capable de rien en faire après. Donc, du côté analyse, là où ça devient très intéressant, je vais vous parler d'un exemple de thème sur lequel on travaille chez Romain, qui est la reproduction de précision. La façon traditionnelle de fonctionner en reproduction chez la truie, c'est de faire une détection quotidienne visuelle des symptômes de chaleur. Donc, l'éleveur va voir chaque truie jour après jour pour voir sa réaction en présence du VRA, de regarder l'apparence de la vulve, comment ça a changé dans le temps, voir si la truie a perdu de l'appétit. Et l'éleveur va vraiment regarder plusieurs choses avec ses 5 sens pour prendre finalement une décision de quand faire l'insémination. On sait que l'ovulation se produit aux 2/3 de cette période-là de chaleur qui est détectée par l'humain. La période de chaleur, elle, par contre, dure de 1 à 4 journées. Donc, on n'est pas capable de savoir, a priori, quand est-ce qu'on doit faire l'insémination pour que ce soit très près de l'ovulation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on insémine la truie aux 24 heures à tous les jours pendant qu'elle est en chaleur parce qu'on ne connaît pas d'avance cette durée de chaleur. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on insémine un peu à l'aveugle, puis on n'optimise pas les ressources et les résultats de ça. Donc, notre approche chez Romain, c'est de compléter la détection de chaleur faite par le producteur avec un autre type de données. Donc, vous voyez ici, si vous voyez mon curseur, les observations de l'éleveur sont prises en considération, mais aussi les données provenant de caméras qui sont transformées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, en données de position, de posture, d'activité et autres. Puis, quand on combine les deux types de données, les données venant de l'être humain et les données venant des caméras, grâce encore une fois à une autre couche d'algorithmes d'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'aider l'éleveur à prendre des meilleures décisions, puis ultimement de faire une insémination unique. Donc, faire seulement une insémination pour chaque truie plutôt que la normale de l'industrie qui est 2 à 3 inséminations par truie. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable si on utilise seulement les observations de l'éleveur, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, complémenter les observations de l'éleveur par des données comportementales, dans ce cas-ci, permettent de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc, comment on fait ça? Les données des caméras vont être traduites en série temporelle, donc un beau petit graphique d'activité ici dans le cas présent. Donc, les algorithmes font l'apprentissage du comportement hors chaleur, comme Éric l'a mentionné pour le pH qui était différent d'une vache à l'autre. Pour la truie, le comportement est différent d'une truie à l'autre. Donc, c'est important pour les algorithmes de comprendre c'est quoi le comportement hors chaleur de la truie. Ensuite, d'attendre un changement de comportement qui est caractéristique de cette chaleur-là. Puis, la chaleur va être une période caractérisée par un niveau d'activité plus élevé. Puis, éventuellement, le système informatique va faire une prédiction du moment optimal pour l'insémination que l'éleveur va utiliser
pour prendre sa décision lui-même d'inséminer la truie à ce moment-là, puis de faire seulement une seule insémination. Donc, les avantages de cette insémination de précision-là, c'est quoi? Premièrement, de sauver du temps. Si on fait moins d'insémination, c'est moins de temps à inséminer. De gagner en productivité parce qu'on est plus près du moment optimal pour qu'il y ait fécondation. Donc, ça a un impact sur les taux de fertilité, les nombres de porcelets. De diminuer les déchets reliés à l'insémination. Vous voyez dans l'image de droite qu'on a besoin d'un cathéter de plastique et d'un petit sachet dans lequel il y a l'insémination à chaque fois. C'est du plastique à usage unique. Donc, de faire seulement une insémination par truie permet de diminuer par un facteur de 2 ou 3 les déchets reliés à ça. Puis, où ça peut devenir très intéressant aussi, c'est de maximiser l'utilisation des meilleurs verras parce que si on utilise moins de doses d'insémination pour inséminer une même truie, ça veut dire qu'on peut utiliser les meilleurs spermatozoïdes possibles qui proviennent des meilleurs verras possibles. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est d'accélérer l'amélioration génétique, puis surtout d'accélérer le déploiement des avancées génétiques dans le champ, qui ont un impact énorme sur la productivité, tout comme les vaches ont évolué beaucoup en termes de productivité dans les dernières décennies. Les truies ont évolué beaucoup dans leur productivité aussi. Donc, plus la génétique évolue, plus il y a un impact direct sur la productivité et aussi l'environnement parce qu'on produit plus avec moins. Le dernier volet que je veux vous parler, qui va aller très rapidement, c'est le volet automatisation. L'automatisation peut être très complexe, mais l'automatisation peut aussi être des fois très, très simple. Chez Romain, on a développé un système d'automatisation du processus de comptage. Les producteurs ont besoin de compter pratiquement à tous les jours, sinon à toutes les semaines, leurs animaux. Puis, c'est un processus très laborieux. Mais on a développé un système utilisant la vision numérique pour compter les animaux automatiquement sans avoir besoin de se soucier du comptage. Donc, un autre exemple ici qui peut vous montrer comment ça peut venir un peu chaotique. Vous allez voir, c'est en accéléré. Mais vous allez voir des animaux qui vont dans tous les sens. Puis, même si ce n'était pas en vitesse accélérée, on aurait du mal à suivre ces animaux-là pour les compter avec un bon angle de vue. Imaginez le travailleur que vous voyez parfois passer dans l'image, comment pour lui, c'est difficile de compter les animaux qui vont dans tous les sens. C'est imprédictible le comportement des animaux, où ils vont aller. Ça peut devenir très difficile à compter. Donc, l'automatisation d'un procédé aussi simple que le comptage des porcs permet plusieurs choses. Premièrement, de gagner en précision, donc d'éviter les conflits, puis surtout être payé ou payé de façon juste. Ce qu'on sait, c'est que dans l'industrie, il y a une erreur moyenne de 5 porcs sur 1000, donc 0,5 %. Puis, avec un système automatique comme celui qu'on a développé chez Romain, ça nous permet de faire une erreur de moins d'1 porc sur 1000 avec l'automatisation. Ça permet bien sûr d'économiser du temps qui est relié au comptage et au recomptage. Si vous êtes éleveur, vous savez que quand vous comptez vos animaux, vous les comptez très rarement qu'une seule fois. Donc, ce que ça permet de faire ultimement, c'est d'avoir plus de temps pour mieux s'occuper de nos animaux. Puis, ça diminue aussi le stress des animaux qui est relié au processus de comptage et de recomptage parce qu'à ce moment-là, l'humain doit vraiment contrôler les animaux de façon différente pour optimiser sa précision quand il les compte. Donc, pour conclure, l'intelligence artificielle permet d'accroître les facultés humaines principalement de 3 façons. Donc, premièrement, en générant des données qui sont fiables et riches en informations. Deuxièmement, en aidant l'humain à prendre des décisions qui sont objectives et surtout plus rapidement. Puis, en automatisant des tâches répétitives aussi. Donc, tout ça, ça améliore la productivité de l'élevage tout en ayant des effets bénéfiques majeurs à la fois sur l'environnement, sur le bien-être des travailleurs et sur le bien-être animal. Donc, l'intelligence artificielle, on peut déjà dire que c'est déjà un assistant infatigable et objectif. Et ce n'est que le début. L'avenir nous réserve de très belles surprises aussi. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour l'attention, puis ça va me faire plaisir de prendre quelques questions si on a le temps. Merci beaucoup, Jacqueline, pour ta présentation très concrète. C'est impressionnant le nombre de solutions que vous avez pu développer chez Romain dans les dernières années. Donc, félicitations pour ça. J'aurais peut-être une première question. Tu as beaucoup insisté sur les données qui sont nécessaires en agriculture pour justement
entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle. Évidemment, quand on pense données en agriculture, on pense aux données environnementales, on pense aux données de productivité, on pense aux données d'image également. Est-ce qu'il y a des données que tu penses que présentement en agriculture, on ne valorise pas assez ou qu'on oublie trop souvent, qui amènerait de la valeur finalement au modèle qu'on essaie de mettre en place? Absolument. Je crois qu'il y a deux éléments dans cette question-là. C'est les données actuelles qui pourraient être utilisées, puis la question de croisement des données aussi qui peuvent donner des choses très, très, très intéressantes. Si je donne l'exemple de l'industrie porcine, parce que c'est l'industrie que je connais le plus, on a énormément de données qui sont générées depuis les dernières années par rapport à des données que je vais appeler zootechniques. Donc, les performances des animaux, les différents traitements qui ont été faits sur les animaux, ça, c'est des données qu'on récolte quand même depuis quelques années dans l'industrie porcine. Je suis certain que les autres industries peuvent se projeter à l'intérieur de ce que je vais dire aussi. Mais ces données-là, présentement, sont utilisées seulement pour générer des alertes que le producteur va programmer lui-même. Donc, dès qu'on dépasse un certain seuil ou par exemple, au niveau de la réforme des truies, le producteur qui veut réformer ces truies qui produisent le moins, donc il va dire les truies qui m'ont donné le moins de porcelets, puis mon seuil de porcelets, c'est 8 porcelets, disons. Il y a énormément de choses à faire pour aller plus loin dans ça, valoriser ces données-là qui existent déjà, pour prendre des décisions basées sur pas seulement un critère simple de nombre de porcelets que la truie a donné ou de nombre de fois que la truie n'a pas eu fécondation. Il va y avoir moyen, avec toutes les données qu'on a, d'apprendre quelles sont les truies qui ont donné le plus de production dans toute leur vie, puis de pouvoir prédire à l'avance une certaine truie, combien elle va produire dans le futur. Donc, j'ai répondu un peu à la question, les deux volets de la question dans ma même réponse, mais vraiment croiser les données qu'on a déjà, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en ce moment puis qui a un gros potentiel. Je suis certain que c'est la même chose au niveau des autres productions. Puis Éric en a parlé au niveau de la vache aussi. C'est des données, beaucoup de données qui existent déjà. Tout à fait. La mutualisation des données est un défi dans plusieurs productions et dans plusieurs domaines d'activité également. On a une deuxième question pour Jacqueline, donc, qui provient d'Amanda. Je ne crois pas que j'ai bien compris comment optimiser les VERA peut contribuer à l'accélération de l'amélioration génétique. Pourrais-tu élaborer un peu plus sur ce sujet? Oui, absolument. Je vais donner un exemple chiffré, ça va vous aider à comprendre. Si l'objectif avec le système à dose unique, c'est de faire seulement une seule insémination. Dans une seule insémination, disons qu'on appelle ça une dose de spermatozoïdes, avec plusieurs spermatozoïdes. Si on a plusieurs doses à faire, donc ça prend l'éjaculat de plusieurs VERA. Donc, si en moyenne, on utilise 2,3 doses pour inséminer une truie, ça veut dire que ça prend 2,3 fois plus d'éjaculat pour être capable de faire l'insémination de l'ensemble des truies. Si on diminue à une dose dans tous les troupeaux, ça veut dire qu'on diminue de 2,3 fois le nombre de spermatozoïdes qui sont nécessaires pour inséminer le même nombre de truies. Ça veut dire qu'on peut prendre les spermatozoïdes des VERA les plus élevés dans leur indice génétique, les meilleurs VERA génétiquement. Donc, on peut propager les performances génétiques plus rapidement dans un plus grand troupeau. Excellent. Merci beaucoup, Jacqueline. J'aimerais interpeller à nouveau Éric Paquette, notre premier conférencier. On a une question pour lui de la part de Bruno Vignola. Donc, on a vu certaines corrélations, notamment entre le pH de l'estomac de la vache et la production. De quelle façon intervient l'IA durant et ou après ces recherches?
Oui, en fait, j'avais répondu dans le chat, mais je peux le dire à tout le monde, c'est pertinent. Là, c'est vraiment, on parle de série temporelle, donc c'est vraiment comment on peut relier la série temporelle, par exemple, du pH avec la série temporelle de la production. Donc, l'idée, c'est de construire un modèle prédictif d'IA. On parle d'apprentissage supervisé, mais c'est de l'apprentissage supervisé un peu différent. C'est parce qu'on a des notions de série temporelle, les données des points, ils sont corrélés les uns avec les autres, donc c'est des modèles un peu spéciaux. Puis souvent, il y a un lag, dans le fond, c'est que on voit une différence au niveau du pH, mais peut-être que la conséquence en production va être plus tard. Donc, c'est des modèles spéciaux, mais c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Donc, on essaie de prédire, par exemple, la production ou le taux de gras en fonction d'une variable qui est pour nous le pH, mais on peut estimer plusieurs features sur ces traces de pH-là. Puis je pense que c'est là la clé là, pour justement développer ces approches-là. Si je peux me permettre de dire quelque chose, parce que Jacqueline, moi on se connaît, on a parlé beaucoup, puis je dirais, souvent, on développe des approches d'IA. Ça fonctionne bien en recherche. Puis je sais que chez Romain, il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour développer des algos qui fonctionnent dans plusieurs installations. Puis souvent, ça, je vous dirais que c'est souvent la clé. On a un outil qui fonctionne bien, mais de le passer puis de le rendre dans le commercial, c'est tout un gap. Je pense que Romain a une très belle expertise dans ce domaine-là. Puis c'est pas une tâche facile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt en IA. L'IA, on peut faire de l'IA sur du théorique, puis de l'IA sur des données de recherche, des données clean. Puis là, Jacqueline pourrait donner des exemples, mais son compteur, il est obligé de le tester dans plusieurs installations pour qu'il fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Je pense que c'est une petite intervention que je voulais faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric, pour cette intervention-là. Puis, peut-être qu'en terminant, j'aimerais interpeller justement Jacqueline sur brièvement quelles sont les principales problématiques, je dirais, dans l'opérationnalisation, dans l'industrialisation de vos solutions d'IA. Quelles sont les principales embûches, disons, que vous rencontrez lorsque vous voulez mettre vos solutions en contexte commercial? Oui, en fait, Éric a mis le doigt directement dessus. C'est très simple d'avoir une preuve de concept qui fonctionne sur un petit jeu de données dans une ferme avec un nombre d'animaux restreint. Mais quand on veut mettre ça à grande échelle pour en faire un produit commercialisable qui va fonctionner dans toutes les fermes, c'est là que ça devient très difficile, puis qu'il faut comprendre la variabilité qu'il y a entre les individus, entre les troupeaux, entre les localisations géographiques. Il y a énormément de variables de plus qui entrent en ligne de compte. Puis, pour faire des bons modèles, ça prend des données, mais ça prend aussi des gens à la fois en sciences animales puis en informatique qui sont capables de travailler ensemble pour aller justement rendre ça possible. C'est vraiment le plus grand défi. Excellent. Un grand merci à vous deux, Jacqueline et Éric, pour vos présentations extrêmement pertinentes. Je crois ça a pu éclairer plusieurs personnes sur le rôle de l'IA appliqué à certains contextes des sciences animales. Donc, merci pour votre contribution ce matin. Avant de vous quitter, j'aurais quelques annonces à vous faire sur des événements en sciences animales et en agriculture de façon générale qui vont se passer dans les prochaines semaines. On est vraiment gâtés. On a un automne extrêmement chargé et pertinent côté événementiel en agriculture. Donc, d'abord, le CRAAC qui organise cet après-midi le Congrès Bœuf 2020. Il va y avoir également le rendez-vous annuel sur la pomme de terre le 20 novembre ainsi que le colloque gestion le 24 novembre prochain. La zone AgTech, donc co-organisateur de notre événement aujourd'hui, donc la zone AgTech qui organise de son côté le grand colloque AgTech du Québec du 24 au 26 novembre prochain. Le grand colloque va s'intéresser aux technologies innovantes pour l'avenir de l'agriculture. Éric l'a mentionné tout à l'heure, mais le 9 décembre prochain à 13h30, il va y avoir un webinaire sous forme d'atelier de formation sur l'intelligence artificielle dans le secteur bioalimentaire, donc qui est présenté par l'OBIA en collaboration avec le MAPAC qui est le Forum IA Québec. Tant qu'à nous, on va se retrouver le mois prochain, donc le 10 décembre prochain à 10h et on va s'intéresser au milieu séricole. Les inscriptions vont être ouvertes dans les prochains jours, donc ça va circuler sur les réseaux sociaux.
Donc, merci de nouveau à nos co-organisateurs, la Zone Actech et l'Actanet, qui nous permettent de faire cet événement-là. Et il me reste à vous remercier, vous, participants et participantes, qui vous êtes inscrits en très grand nombre ce matin. Merci d'avoir été là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle série de la science des données en agriculture. Merci, Dani. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.